Oui, d'abord, merci Stéphanie, parce que je lui ai dit plusieurs fois, mais encore merci d'offrir cette possibilité de partager, parce que partager, c'est toujours plus merveilleux. Pardon, c'est mieux comme ça? Ah oui, j'entends que c'est mieux. Je voulais juste, pour me présenter un tout petit peu plus, il y a quelque chose qui m'est apparu petit à petit assez important, que j'évoque dans mon premier livre, c'est que aussi loin que mes souvenirs remontent un tout petit peu avant l'âge de 3 ans, je sais que j'avais une quête, je n'aurais pas su le formuler comme ça, mais une quête de sens. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Enfin, puis j'avais pas du tout envie d'être là. Je ne voulais pas devenir une grande personne, je voulais pas, à 20 ans, je ne voulais toujours pas devenir une grande personne. J'étais déjà adulte, c'était un peu ennuyeux. Mais, donc c'était très compliqué. Et j'ai eu une série d'expériences comme ça qui ont émaillé mon parcours, qui étaient assez difficiles. Je témoigne de ça parce que je me suis rendu compte que finalement beaucoup de personnes, et peut-être qu'il y en a un certain nombre parmi vous, pour qui c'est difficile d'être là et qui n'acceptent pas forcément d'être. Et donc je me suis rendu compte que c'était important de témoigner, ça éveillait des résonances. Et donc dans ce parcours, il y a eu une chose qui, à un moment donné, dans l'adolescence, donc je cherchais toujours à fuir les choses, hein. C'était ma façon de réagir à ce refus d'être là. Et donc il y a eu un épisode qui a fait que je me suis sentie terriblement coupable d'avoir cherché à fuir. Et donc j'ai été à la limite, je suis devenue à la limite suicidaire, tellement je me sentais coupable. Et j'ai eu tout un processus, avec l'aide en particulier de ma mère, qui a eu une parole assez initiatrice pour moi, où j'ai appris à me pardonner et à me rendre compte que j'avais fait comme je pouvais, avec les moyens que j'avais à ma disposition, parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, je n'arrivais pas à être là, donc j'avais fait ce que je pouvais. Et je me suis pardonnée à moi-même. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était chacun de nous, et ça m'est venu quelques années plus tard, mais chacun de nous, à chaque moment, chacun de nous, le pire criminel, cherche à être heureux, cherche juste à être bien et à être heureux. Et que ça, c'est comment dire, et on fait comme on peut. On se dépatouille comme on peut. Quelquefois, on s'en alors c'est facile de dire, oh oui, non, mais il est complètement... Il est con de faire ça, vraiment, il est bête, ou il est méchant, ou elle, enfin bon. Et en fait, on fait juste comme on peut. Donc voilà, ça m'a appris l'indulgence, la tolérance, l'acceptation, enfin voilà. Bon, donc moi, c'est seulement à 29 ans que j'ai accepté d'être ici. Je me doute, après 10 ans de pratique de méditation, il a fallu quand même 10 ans. Puis j'ai enseigné cette technique, la technique de méditation que j'ai apprise, que je continue à pratiquer. Et tout à coup, je me suis dit, en fait, c'est une chance extraordinaire d'être sur Terre. Ok, j'accepte. J'accepte complètement. Enfin, une fois que j'acceptais, c'était complètement. Je me suis pas dit j'accepte complètement, je me suis dit mais j'accepte, oui, c'est fantastique d'être sur Terre. Donc j'ai accepté tout le frottement que ça implique. Enfin, moi, j'ai parlé en termes de frottement, mais ça veut dire toutes les difficultés que ça comporte, c'est difficile. Et voilà. Alors maintenant, je vais venir plus à... donc j'ai accepté ce qu'il y avait en moi, qui était un tout petit peu plus en surface, mais c'était la médecine. Là aussi, j'avais tout juste 3 ans. Ce que c'était la médecine pour moi, j'en sais rien. Il y avait des médecins dans ma lignée familiale, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Donc une fois que j'avais accepté d'être ici, je pouvais répondre à une espèce de vocation intérieure, hein, de faire des études de médecine. C'était un peu plus compliqué à 30 ans qu'à 18 ans, mais bon, voilà, matériellement, c'était un peu plus compliqué. Et voilà. Et dès la 2e année, j'ai su que il y a eu différentes choses qui m'ont permis de savoir que j'étais à ma place j'avais plus peur de la fin de vie, j'avais plus peur de la... voilà, j'étais à ma place pour accompagner des personnes en fin de vie, et il s'est trouvé que c'était le tout début des soins palliatifs. Donc c'était, voilà. Donc je vais vous parler un petit peu, en tant que médecin de soins palliatifs, je me suis dit, tiens, j'ai pas beaucoup de temps pour parler, donc je vais vous raconter une image qui est venue à moi. J'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin des deux. Je fais la personne à fin de vie. Alors, en fait, le temps passe assez vite. Donc cette image, elle est venue à moi... Un tout petit peu plus haut. Ouais. Cette image est venue à moi
elle a mis longtemps à venir, elle s'est construite sur des années. D'abord, nous avons un fils qui a été 15 ans dans une école Steiner, c'est une pédagogie alternative, dans laquelle on admet que les petits, jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans, enfin à peu près 7 ans, perçoivent des choses d'autres plans de réalité. Donc ils perçoivent en particulier les anges, on dit que les bébés sourient aux anges, ils perçoivent aussi tout ce que les Anglais appellent le petit monde, le petit peuple. Alors moi j'ai toujours été branchée petit peuple, ça j'ai toujours ressenti, je n'ai pas cessé. Donc ça a été très confortable pour moi et j'ai fait ce que je faisais à l'école Steiner, je faisais dans la salle de séjour ce qu'on appelle une table de saison. C'est-à-dire quelque chose qui évoluait tout au long de l'année. Et je mettais en particulier en scène des petits personnages que j'avais fabriqués en feutrine et en laine, des petites fées, des petits lutins. Bon. Et puis on ramenait un marron, une plume. Bon. Et puis il y avait une femme de ménage qui venait, enfin une jeune femme africaine, d'Afrique noire, qui venait faire 2-3 heures de ménage quand j'étais pas là, puis qu'on se croisait de temps en temps. Et une fois elle me montre la table de saison, parce qu'on s'est croisés, puis elle me dit oui, chez nous on dit que les petits et les vieux, ils sentent des choses que les autres ne sentent pas. Bon, très bien. J'étais contente qu'elle soit contente, et voilà. Et puis, une autre fois, on se recroise, puis elle me dit, les vieux de 50 ans, oh, j'avais peut-être 48 ans à l'époque, alors je lui dis, bah, chez nous, tu sais, on ne parle pas vraiment de vieux à 50 ans. Alors, par souci d'honnêteté, je lui dis, bon, c'est vrai, il y a des gens de 45 ans, mais à l'intérieur de moi, je continuais, je me disais, mais quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est vieux? Mais je lui dis, tu sais, il y a des gens de 70 ans, 75 ans, ils font du ski, ils font de... Mais quand même, je sentais que je pédalais dans la choucroute. On se recroise quelques temps plus tard, puis elle me dit... puis alors, quand même, ça me turlupinait. Je lui dis, mais tu sais, chez toi, on parle peut-être de vieux à 50 ans parce que vous mourrez plus jeune. Puis en fait, quelques temps après, alors je sentais qu'on ne se rejoignait pas. Puis quelques temps après, on se recroise, et là, enfin, j'ai compris. Elle me dit, vous savez, ma marraine, elle est morte à 106 ans, des gens de son village. Hein. Mon grand-père, elle me parle de 5 ou 6 personnes de son village qui sont mortes entre 95 et 106 ans. Je dis, ah bon, c'est pas, ce que je disais, ça colle pas. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle parlait d'anciens. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'à partir de... Donc il y a tout plein de choses qui m'ont fait réaliser, je vais raccourcir, hein, sinon je n'aurai jamais le temps de tout dire, c'est comme si notre être, donc je vous dis, c'est une image qui a mis des années à venir à moi, mais c'est comme si notre être profond, à la naissance, commençait à enfiler un gant. Alors, on peut, comme un petit enfant, mettre 2 doigts dans un doigt de gant, l'abîmer un petit peu, mais on met à peu près 7 ans à l'enfiler. Donc vous voyez, dans cet enfilage du gant, il y a un moment, on est encore en lien avec cette dimension que moi j'appelle une dimension de spiritualité. Et on entre petit à petit et on perd peu à peu ce contact. Alors je sais que on admet maintenant en psychologie le fait que les petits jouent avec des compagnons invisibles. Maman, je vais jouer dans le jardin avec Julien, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant dans le jardin. Puis elle parle à sa grand-mère, elle voit sa mère, tu sais, ça va d'un petit copain Julien, et puis la grand-mère devient toute pâle, je t'ai jamais dit, mais on a eu un enfant avant toi qui s'appelait Julien. Il est mort à la naissance ou à 6 mois, enfin bon. Voilà, donc on met à peu près 7 ans à la filer, et à partir de 50 ans, inexorablement, on se retire de ce temps. Et on est dans une société tellement matérialiste, c'est ça. On se retire de ce gant. Et en fait, en se retirant de ce gant, vous voyez qu'on... Alors le gant se racornit, évidemment. Il devient un peu moins lourd, on a besoin d'oreilles, ça tire pour autant, ou de lunettes, enfin peu importe. On peut mieux rigoler hein, sur ce sujet. Et donc, inexorablement, on se retire. Mais vous voyez qu'on est dans une société tellement matérialiste qu'on ne s'occupe que du gant. Et on dit, oh, mais c'est horrible, c'est terrible. Oh, il est plus qu'elle était, c'était dommage quand il était comme ci, comme ça. Et donc, en m'occupant de personnes en fin de vie et de personnes très âgées, qui perdent la tête ou qui ne nous reconnaissent plus, mais ils sont néanmoins de plus en plus dans cette dimension de spiritualité. Merci beaucoup. Et ce dont j'ai pris conscience, hein, c'est que les personnes âgées, on représente un poids de plus en plus important dans notre époque et dans notre civilisation, et pourtant ils sont autant d'antennes
branchés dans la spiritualité, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ont perdu la tête, ça n'a aucune espèce d'importance, juste le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Si là, certainement, il y en a parmi vous qui ont accompagné des gens très âgés, qui ne les reconnaissaient plus, mais si on prend le temps de se poser, d'être avec eux, ou d'être avec cette personne-là, de faire un câlin avec elle, de faire... On entre dans un autre temps, on lâche complètement, on est dans autre chose. Et puis j'ai envie de vous parler... Ouais, je vais faire vite. C'est une histoire en 3. Qui va illustrer un peu ce gant qui vous montre que je me suis rendu compte, c'était une image, je la partage avec beaucoup de familles, avec beaucoup de patients, je me suis rendu compte que c'était une image extrêmement porteuse qui aide beaucoup. Donc j'ai envie de vous raconter une histoire, mais qui en contient 3. J'ai été appelée auprès d'une patiente très âgée, le médecin qui s'occupait d'elle n'était pas là, et moi j'étais de garde sur la structure. Et elle suffoquait, elle avait des traits encombrés, elle avait de la température et tout, bon. Et très angoissée. Et puis j'ai croisé juste sa fille en allant la voir, et la fille me dit qu'elle avait perdu son mari, cette dame avait perdu son mari 7 ans avant, que ça l'avait complètement déstabilisée. Depuis. Donc bon, je vois cette dame très très angoissée, et je lui dis, alors elle est d'accord pour prendre quelque chose parce qu'elle était complètement dépassée par son angoisse. Donc elle me dit oui, mais j'ai trop peur, je voudrais me jeter par la fenêtre. Alors, elle était bien incapable parce qu'elle n'avait pas la force, mais j'ai tellement peur que je voudrais me jeter par la fenêtre. Elle accepte de prendre quelque chose pour apaiser un petit peu son angoisse. Et puis je lui dis, est-ce que ça vous arrive de voir votre mari? Alors je ne suis pas physionomiste du tout, je ne me souviens pas du tout de son visage, mais je me souviens de son regard, le regard noir qu'elle m'a jeté. Un regard, mais je ne suis pas folle, vous me prenez pour une folle. Bon, j'ai retiré mes billes. Je lui ai dit, est-ce que vous me permettez de vous raconter une histoire? Donc c'est la deuxième histoire dans cette histoire. J'en avais 3. Donc la deuxième histoire, c'était c'est une patiente que j'ai vue plusieurs fois, enfin 3 fois, mais la 3e fois, je me suis assise près d'elle, j'essayais toujours de m'asseoir près des gens, et puis elle m'a dit, vous savez, ça fait 2-3 jours, je rêve beaucoup. Alors c'était clair, j'étais médecin dans cet hôpital-là, les médecins avaient un truc rouge et puis j'avais mon stéthoscope dans la poche, enfin c'était clair, j'étais un médecin. Donc elle m'a dit, ça fait 2-3 jours, je rêve beaucoup. Puis elle me jette un petit coup d'œil. Enfin, non, c'est pas comme un rêve, c'est pas du tout comme un rêve. Moi je restais complètement neutre, j'écoutais, je n'allais pas lever les sourcils ni rien, j'écoutais. Vous savez mon mari qui est mort il y a 2 ans? Oui, je me souviens, vous m'en avez parlé. Ça fait 2-3 jours, je le vois très souvent, avec d'autres personnes que je ne connais pas. Puis là, je sens qu'elle se jette à l'eau. Il fallait beaucoup de courage, en fait, pour s'adresser à un médecin censé pouvoir mettre une étiquette. C'est pas une hallucination, hein? Alors j'ai trouvé que j'avais pas de réponse, d'étiquette à mettre. Donc j'ai pas répondu directement. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça vous fait peur? Donc là, j'ai senti, rien que le fait que j'accepte qu'elle puisse parler, qu'on puisse échanger à ce sujet, waouh, ça apaisait énormément. Et qu'elle osait s'interroger après tout, est-ce que ça me fait vraiment peur? L'expérience en elle-même. Non, ça ne me fait pas peur. Alors un degré en dessous, est-ce que c'est désagréable? Oui, si ça lui faisait peur, c'était désagréable, elle avait besoin d'aide. Non, c'est pas désagréable. Alors je lui ai demandé, j'avais envie de savoir, est-ce que c'est agréable? C'est comme ça, comme si c'était très simple. Donc puis je suis restée encore quelques instants, puis elle me dit, peut-être qu'ils sont venus m'accueillir, peut-être qu'ils sont venus me dire de ne pas avoir peur. Je l'ai laissée là-dessus et elle est morte dans les 2 heures qui ont suivi. Donc, je m'adresse, vous vous souvenez, je raconte cette histoire à cette dame qui est très angoissée, qui veut se jeter par la fenêtre. Je lui dis, je peux vous raconter une autre histoire? Ok, je raconte la 2e histoire, qui est la 3e. Hein. Donc, c'est l'histoire d'un autre monsieur que j'ai vu très longtemps, enfin peu importe, mais il me racontait à un moment donné, c'était vraiment un problème. Et il essayait d'expliquer ce qui lui arrivait, j'ai cru comprendre, alors je lui dis, ben voilà, vous êtes allongé dans votre lit, vous ne pouvez pas vous asseoir, encore moins vous mettre debout, et pourtant vous voyez du plafond, quoi. Oui, me dit-il, c'est ça. Alors je lui dis, ben écoutez, je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner, mais peut-être qu'on est un peu tous comme ça, on s'identifie strictement à notre corps, donc à notre gant, hein, si on reprend l'image du gant, à notre gant, et on est peut-être un peu plus vaste que ça, et du fait de votre extrême faiblesse, vous voyez une autre perspective. Ça vous choque pas? Non, 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 dit-il, je n'avais pas pensé à ça. Bon, je l'ai revu quelques fois pendant quelques mois, puis les 3 derniers jours de sa mort, il les a passés à l'hôpital,
à chaque fois que je le voyais pendant les quelques mois, non, ça ne se reproduisait pas. Puis les 3 derniers jours de sa vie, je lui ai encore reposé la question, est-ce que ça se reproduit? Ah oui, oui, ça m'arrive très souvent. C'est pas désagréable, ça vous fait pas peur? Ah non, 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 pas du tout, j'aime beaucoup ça. Donc, vous voyez, d'avoir partagé ça, ça a fait, les 2 expériences, ça a fait que ils ont pu accueillir ce qui venait, ce qui advenait dans cette sortie du gant. Je peux 3 minutes? J'ai l'avantage d'être presque la dernière, alors ça me donne 1 minute. Donc, et cette dame, la dame donc, qui suffoquait, qui avait très très peur, donc j'ai su que j'ai laissé là-dessus. J'ai raconté à sa fille en sortant de la chambre, j'ai raconté ce que j'avais raconté à sa maman. J'ai appris qu'elle était morte dans les 2 jours qui ont suivi. J'ai croisé la fille à l'administration. Bon, je lui ai assuré mes condoléances et je lui ai demandé comment ça s'était passé. Ah, mais écoutez, ma mère était complètement paisible. Elle n'arrêtait pas de parler avec mon père. Bon, mais c'est juste pour vous raconter aussi que combien c'est important dans ce gant, on fait tous partie du gant les uns les autres. Donc vous voyez combien c'était important que j'échange aussi avec cette fille. C'est-à-dire que je lui donne un peu que j'ouvre un peu son regard, parce que du coup elle pouvait accepter que sa mère parle, et qu'elle pouvait accueillir avec joie que sa mère parle avec son père, et que c'était pas une hallucination, et que c'était quelque chose de beau qui advenait. Donc c'est nous tous qui devons, ce que j'ai appris, c'est que c'est nous tous, on doit chacun de nous, on doit, et puis chaque crise existentielle, la confrontation à la mort, c'est tout le temps, chaque fois une opportunité de plus de s'ouvrir, d'ouvrir notre regard. Et c'est un peu dans ce sens que j'essaie d'accompagner. Je voulais partir trop vite. Ah oui, mais je te garde encore un petit peu, hein. Tu ne vas pas t'en aller comme ça. Je m'en tire pas comme ça. Non. Ça fait quelque chose. Ça fait rire en tout cas. Pourquoi tu as choisi les soins palliatifs? Puisque tu as mûrement réfléchi, à 29 ans tu dis je vais faire des études de médecine, et en plus tu prends quand même la moins... J'ai pas envie de prendre un terme très... on va dire glamour, mais bon. Alors j'ai eu une expérience que donc en commençant médecine très tard, financièrement c'est un peu compliqué. Mais c'était fabuleux comme expérience. Une fois qu'on tient son fil, hein, on est porté. Quoi. Je ne me suis jamais posé la question, ben non, ça va être trop compliqué. Enfin, non, je savais que je devais le faire, quoi qu'il advienne. Et donc parfois j'avais 1 franc dans ma poche pendant 1 semaine. Enfin, c'était vraiment super. Et en fait, j'ai travaillé comme aide-soignante. Et on m'a dit, bah, vous allez là. Et là, c'était en cancérologie la nuit, dans un service où on pratiquait des euthanasies. Parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Hein. Et j'ai rien anticipé du tout, je n'avais pas réfléchi à ça. Et en fait, je me souviens d'une infirmière qui a posé ce qu'on appelle un cocktail éthique. Et puis moi, je suis entrée dans la chambre, je ne pouvais pas laisser cette personne toute seule. Enfin, donc, puis j'ai fermé la porte derrière moi parce que je ne voulais pas avoir que l'infirmière sente que et la sensation que je reprochais quoi que ce soit, parce que finalement, personne n'est à... On peut rien reprocher à qui que ce soit. Elles héritaient de tout la produit de toute notre civilisation, et notre culture, notre époque. Et je suis entrée dans cette chambre, et mon expérience, ça a été, je sais pas si j'ai parlé, je sais pas du tout. Je me souviens juste d'avoir essuyé un peu de salive sur le plat qui coulait. Et puis mon expérience subjective, ça a été d'être vraiment un tuyau. Je dis un tuyau, c'est-à-dire quelque chose de vraiment... voilà, un tuyau, un canal, mais canal c'était déjà un peu ésotérique. C'était vraiment un tuyau traversé d'amour. Et donc c'est pas moi qui étais en train de donner de l'amour à cette personne et tout ça, j'étais vraiment un tuyau traversé d'amour. Et j'en ai récolté au passage, j'étais super bien, j'étais vraiment... Donc cette femme est morte en ma présence. Et j'étais vraiment très très bien. Et en sortant de là, c'était la nuit, donc les infirmières avaient le temps de bavarder, de temps en temps il y a les médecins qui passaient. Et je me suis rendu compte, mais tous les malades, les familles ont très peur de la mort. Et que moi j'avais peur avant. Si j'avais commencé à 18 ans, j'avais tellement de questionnements sur la vie, la mort, que si j'avais commencé à 18 ans, j'aurais pas pu faire ça. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les soignants, les médecins avaient très peur. Et puis que j'avais pas peur. J'avais plus peur en tout cas. Et que j'étais peut-être à ma place, j'avais peut-être quelque chose à faire. Voilà. Et c'était le tout début des soins palliatifs. Donc, En fait, j'ai encore une question.
Parce que, en fait, en parlant avec ces personnes qui sont en train de vivre leur dernière grosse crise, on va dire sur toute la vie, leur dernière crise existentielle qui est ce passage, toi, en fait, tu leur donnes un espace de parole, que ce soit écouter, entendre la personne qui dit bah oui, je parle avec mon mari, ou oui, en effet, je me suis retrouvée plusieurs fois au plafond de ma chambre. En fait, en faisant ça, rien qu'en donnant juste cet espace de parole, j'ai l'impression que tu les libères. Alors, quand tu dis un espace de parole, en fait, il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des gens qui déraillent complètement. Il y a des gens qui... Donc, c'est pas nécessairement un espace de parole, il y a des gens qui sont murés dans le silence, parce qu'ils sont tellement révoltés. Des gens jeunes, hein, des adolescents. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas accompagné, parce que je ne suis plus dans les structures où je suis amenée à accompagner des adolescents, mais il peut y avoir une grande révolte, une immense colère. Il y a une petite phrase de Lao Tzu, je crois que c'est Tibiche qui a évoqué Lao Tzu, qui est le pourquoi des couvertures de la nuit de livre. Il y a un papillon ou une aile de papillon. Ces petites phrases, elles disent que ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. C'est une phrase que j'utilise, mais avec presque tous mes patients, puis toutes les familles, je l'évoque. C'est pas s'adresser à la tête, c'est juste évoquer cette notion de métamorphose qui est une loi de la nature. Hein. Ça a été évoqué plusieurs fois par plusieurs des intervenantes. On passe d'un état à l'autre. Il y a des métamorphoses permanentes. On passe d'une coquille à une autre, comme des crustacés. Merci, Constance.